Une autre présentation, cette fois de Caroline Simard et Catherine Legault. Alors, Caroline et Catherine sont toutes deux finissantes à la maîtrise en orthophonie de l'Université Laval. Il leur reste quelques petits détails à régler et puis ce sera fait. Dans le cadre de leur projet de maîtrise, de fin de maîtrise, elles ont eu la chance de travailler en collaboration avec des intervenants du Centre multiservice MAMUC. Elles vont vous expliquer de qui il s'agit, dont la mission est notamment de promouvoir la culture et le rapprochement entre les peuples. La présentation sera l'occasion de partager les fruits de leur expérience qui a pris en considération l'identité culturelle des peuples autochtones afin de travailler dans le respect des valeurs et des traditions de ces familles. Alors, vous voyez que cette présentation-là est un peu à la marge et même très à la marge de ce dont nous avons parlé toute la journée. Mais Catherine et Caroline trouvaient judicieux de vous présenter leurs réflexions et le fruit de leur travail pour jeter les bases d'un échange avec vous sur ce que ça peut nous inspirer pour le travail avec les familles négligentes. Moi et Catherine, on est absolument ravis d'être ici aujourd'hui pour vous présenter là, le fruit du travail qu'on a fait dans la dernière année pour notre projet de fin d'études. Alors, même si, comme Mme Sylvestre le nommait, on vous amène vraiment là, en dehors du thème de la négligence, bon, on espère que vous allez apprécier la présentation qu'on a pour vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, on vous présente le projet MAMUC, un projet dans lequel on souhaitait contribuer à autonomiser les parents dans le développement de leurs compétences parentales avec leurs enfants entre 0 et 5 ans. Alors, rapidement, les grandes sections de la présentation, on va commencer par vous mettre en contexte en présentant brièvement le projet qu'on a réalisé avec le Centre MAMUC. On va vous présenter les objectifs et les résultats de notre projet. On va ensuite aborder les implications cliniques, donc concrètement, comme professionnels, comment les résultats de ce projet-là peuvent s'appliquer dans notre pratique, que ce soit en orthophonie ou dans n'importe quel autre domaine de la santé ou de l'éducation. Puis finalement, on va faire une synthèse qui va aborder ce qu'on aura discuté pour voir les retombées possibles dans le domaine de la négligence. Puis on va terminer évidemment avec une période de questions. On va débuter en vous présentant le projet MAMUC. Donc, le projet MAMUC, ça s'inscrit dans le cadre du programme de la clinique ABC du Centre multiservice. Donc, c'est situé dans la ville de Québec. Puis, le Centre MAMUC est affilié au regroupement des centres d'amitié autochtones du Québec. Puis, ce groupe-là milite depuis 40 ans pour les droits et les intérêts des citoyens autochtones dans la ville de Québec. Les principaux besoins exprimés par les intervenants du centre, c'est qu'ils souhaitaient informer les parents sur les rôles des différents professionnels de la santé, donc dans notre cas, nous, l'orthophonie, de promouvoir l'importance de la stimulation langagière et de la communication, de déconstruire les fausses croyances véhiculées en lien avec le développement langagier des enfants, puis de permettre aux usagers du centre de vivre une expérience positive qui s'inscrivait dans une approche culturellement sécuritaire. Avant d'aller plus loin, on souhaitait préciser la définition là, de ces deux approches-là, notamment l'approche culturellement pertinente et culturellement sécurisante. Comme c'était au cœur de notre projet, on souhaitait vous présenter ces petites définitions-là. Donc, tout d'abord, pour l'approche culturellement pertinente, c'est une approche qui passe en premier par la compréhension véritable des facteurs qui vont affecter nos comportements puis les attitudes des personnes autochtones. Puis cette compréhension-là va conduire à concevoir des stratégies qui vont tenir en compte de l'individu et des conditions dans lesquelles cet individu-là évolue. Puis, une approche qui est culturellement sécurisante, dans le fond, le but, c'est de rebâtir la confiance avec les personnes autochtones, puis reconnaître le rôle des conditions socio-économiques précaires, des héritages liés à la colonisation et de politiques qui ne rencontrent pas les aspirations des personnes autochtones. Donc, en bref, c'est de reconstruire un lien de confiance avec les communautés autochtones. Alors, on va montrer les objectifs du projet. Donc, vous allez voir que le projet MAMUC se divise en deux volets. Pour ma part, j'ai participé au volet 1, puis ma collègue Catherine a participé tant qu'elle au volet 2. Donc, on va chacune notre tour vous présenter notre partie là, de volet du projet. Donc, la clinique ABC a été mise sur pied afin de faire, dans un premier temps, la promotion de différents domaines de la santé et, dans un deuxième temps, avec le deuxième volet, de réaliser des activités de prévention en lien avec ces domaines de la santé qui prendront en considération l'identité culturelle des peuples autochtones afin de travailler dans le respect puis dans le valeur.
Donc, voici comment le projet s'est déroulé de manière un peu plus concrète. Donc, comme j'ai dit, ça s'est déroulé en 2 volets. Puis, dans le but, c'était de répondre là, aux besoins que les gens du centre avaient véhiculés un peu plus tôt. Donc, pour nous, l'objectif du volet numéro 1, c'était de créer des capsules vidéo afin de présenter 5 professions du domaine de la santé, soit l'orthophonie, l'audiologie, l'ergothérapie, la nutrition et la physiothérapie. Puis la création de ces capsules-là s'est faite en équipe interdisciplinaire composée d'étudiants qui provenaient de ces différents milieux-là. Puis, le résultat, c'était de faire une capsule d'environ 5 minutes pour chaque profession. Donc, au niveau du processus, on avait la demande de faire une capsule. Ce n'est pas nous qui avons pris la décision, c'était vraiment la demande qui avait été formulée. Puis, afin de déterminer qu'est-ce qu'on allait mettre dans nos capsules, on a consulté les responsables du centre MAMUC. Donc, la décision qu'on avait prise, c'était qu'on voulait directement aller à la base en demandant aux gens du centre qu'est-ce qu'ils aimeraient avoir concrètement dans la capsule. Comme il n'y a pas beaucoup de documentation, en fait, il y en a très peu sur la communauté autochtone au Québec, puis encore moins de spécifiquement la ville de Québec. Donc, en concertation avec les responsables du centre MAMUC, on a déterminé que la capsule allait contenir les éléments suivants, donc la présentation des concepts importants de la profession, le consentement, la confidentialité et les responsabilités professionnelles, le déroulement typique d'une séance, donc s'il y avait besoin de service, comment ça pourrait ressembler, les milieux de pratique des différents professionnels, la collaboration avec les parents, puis un résumé avec des ressources intéressantes. Donc, une fois qu'on a trouvé le contenu qu'on allait vouloir mettre dans nos capsules, d'autres détails ont été décidés en partenariat avec le centre. Donc, par exemple, c'était leur décision qu'il n'y avait pas de traduction écrite lorsqu'on parlait dans nos capsules. Par contre, ils avaient fait la demande que ce soit vulgarisé, puis qu'on ait un débit relativement plus ralenti, de sorte à ce que les personnes que ce serait la troisième langue, le français, puissent tout de même essayer de bien comprendre là, le message qu'on allait vouloir transmettre dans les capsules. C'est aussi leur idée là, qu'il y ait beaucoup d'animation. Donc, on va vous présenter un petit segment, parce que vous allez sûrement mieux vous imaginer de quoi je parle quand je dis animation. Donc, c'était leur idée qu'il y ait des animations pour imager le plus possible nos propos lors de la capsule. Puis, évidemment, là, le temps est trop court pour vous présenter absolument tous les échanges qu'on a eus, puis le processus qui nous a mené à choisir le contenu. Mais ce qui est important de savoir, c'est qu'à chaque étape qu'on avait, c'était vu et revu par le centre et par les parents qui sont usagers du centre pour s'assurer vraiment qu'on reste, pour qu'on réponde vraiment à leurs besoins, puis qu'on ne s'égare pas parce qu'on aurait pu faire une capsule d'une demi-heure, puis ça, on aurait pu, parce qu'il y en avait tellement à dire, mais on voulait rester concis, puis vraiment aller à l'objectif principal. Donc, comment ça s'est fait pour justement ne pas s'égarer, c'est qu'on a créé ce qu'on appelle un storyboard, donc ce qui est comme l'équivalent du vidéo, mais sur papier. Donc, c'est comme un canevas dans lequel on avait toutes les scènes qu'on voulait tourner, avec où on allait le tourner, si on avait besoin d'acteurs, si on avait besoin de matériel. Donc, ça nous a permis d'avoir une description vraiment détaillée de notre projet, ce qui nous a aidé quand il est venu le temps de trouver des techniciens, de trouver des figurants aussi. Puis ça nous a permis aussi de se préparer pour faire les animations et les audios qui allaient venir avec ça. Donc, sans plus tarder, je vais vous présenter un extrait là, du vidéo qu'on a créé. C'est également une primeur, alors je suis très excitée de vous montrer ça aujourd'hui. Les orthophonistes sont présents dans la majorité des établissements de santé, notamment dans les équipes enfance des CLSC, les hôpitaux et les centres de réadaptation. Ils sont également présents dans les écoles et dans les cliniques privées. Les suivis peuvent se faire en individuel ou en petits groupes d'enfants. Dans tous les cas, les parents sont encouragés à participer. En effet, l'impact de votre implication sur le développement langagier de votre enfant est inestimable étant donné le lien fort qui vous unit. C'est pourquoi l'orthophoniste vous soutiendra dans l'utilisation de stratégies qui fonctionnent bien avec votre enfant en dehors de son bureau. Les activités seront identifiées de façon à correspondre le mieux possible aux habitudes de vie de l'enfant et de sa famille. Alors, vous avez vu là, un court segment là, de ce qu'on a fait avec la vidéo. On vous a présenté un peu les parties. Là, donc, vous avez vu l'aspect établissement, donc où est-ce qu'on peut retrouver des orthophonistes dans le réseau de la santé.
Puis, je trouvais pertinent de vous montrer le segment aussi où on parle de l'autonomisation des parents, donc un segment où on souhaitait montrer un parent à l'avant-plan qui faisait des stratégies qui pourraient être enseignées en orthophonie. Puis, c'était important pour nous d'avoir ce segment-là. On disait qu'on voulait aussi déconstruire certaines fausses croyances qui étaient présentes. Donc, pour nous, c'était vraiment important de mettre la collaboration avec les parents de l'avant dans ce segment-là. Puis les enfants que vous avez vus, c'est des enfants qui sont usagers du centre aussi. Donc, on a eu la généreuse participation là, des responsables du centre, puis de toute une belle communauté qui s'est mise ensemble pour nous aider dans ce projet-là. Donc, sans plus tarder, là, je laisse la parole à ma collègue Catherine qui va vous présenter le volet 2. Donc, pour le deuxième volet du projet, le but des capsules avait été déterminé par les intervenants du centre MAMU, qui soit outiller les mamans qui fréquentent le centre en lien avec le développement langagier de leurs enfants de 0 à 5 ans. Pour déterminer quelle forme allait prendre ce deuxième volet-là, on s'est beaucoup basé sur nos discussions avec les intervenants du centre, mais aussi avec des orthophonistes qui ont de l'expérience auprès des communautés autochtones pour déterminer quelle approche serait la plus appropriée. Et finalement, on a décidé de faire des ateliers sous forme de capsules narrées. Vu le contexte pandémique, c'était plus approprié que des ateliers en présence, mais aussi et surtout, ça permettait aux intervenants du centre de réutiliser les capsules d'année en année. Donc, ça donne une certaine pérennité à notre projet. Ça nous permettra aussi de diffuser nos capsules à plusieurs centres d'amitié autochtones et pas seulement au centre de Québec. Le contenu des capsules est vraiment vulgarisé, donc elles peuvent être visionnées par les intervenantes seulement pour les outils avant d'animer un atelier avec les mamans, mais il serait possible aussi de visionner les capsules en groupe avec les mères. Avec chaque capsule, on a fourni un aide-mémoire à donner aux mamans qui résume les notions et les stratégies essentielles de la capsule. Il y a aussi des idées d'activités à faire en groupe au centre sous forme d'ateliers supervisés par les intervenantes ou à faire à la maison au quotidien en famille. On a priorisé des idées d'activités simples qui ne demandent pas beaucoup de matériel ni de préparation, donc des choses qui peuvent s'inclure à leur routine. En gardant ça simple et accessible, on risque moins de perdre l'intérêt et la motivation des mamans. On a aussi fourni aux intervenantes pour chaque atelier des questions puis des sujets à poser en groupe aux mamans pour favoriser le partage de leurs expériences. La discussion puis le partage, c'est des éléments qui sont beaucoup revenus dans la littérature puis durant nos échanges. C'est beaucoup de cette façon-là que les communautés autochtones transmettent leur savoir et leurs connaissances, alors c'est important de le prendre en compte. Donc, pour résumer le volet 2, on a 6 capsules d'une dizaine de minutes chacune qui abordent des sujets comme les stades développementaux du langage de 0 à 5 ans, la stimulation langagière, le bilinguisme, etc. Les sujets ont été choisis en fonction des notions essentielles en lien avec le développement langagier qui revient dans la littérature, mais aussi en fonction des sujets que les intervenantes du centre souhaitaient qu'on aborde parce que c'est des questions qu'elles se font souvent poser par les mamans. Donc, l'élaboration du projet nous a permis d'avoir un contact privilégié avec les membres des communautés autochtones de la Ville de Québec. On a eu l'opportunité d'échanger avec eux sur leur langue, leur culture, leurs croyances, puis leurs craintes en lien avec l'obtention de services dans le milieu de la santé. On souhaitait donc profiter de l'occasion pour partager avec vous certains éléments qui, selon nous, bien humblement, sont importants à prendre en considération pour tendre vers une pratique culturellement sécuritaire et pertinente. Puis évidemment, ce sont des éléments là, qu'on a considérés tout au long de l'élaboration de notre projet. Donc, je commence en vous présentant quelques particularités et obstacles auxquels les personnes issues de communautés autochtones peuvent faire face lorsqu'elles doivent recevoir des services dans le milieu de la santé. Vous avez sans doute déjà entendu parler du principe de Jordan que le gouvernement fédéral a adopté en 2007 pour contrer le problème d'accessibilité aux services. Ce principe-là a pour but d'offrir aux enfants des Premières Nations un accès égal et équitable aux services gouvernementaux qui sont disponibles pour les autres enfants du Canada. Malgré ce principe-là, il y a plusieurs obstacles qui persistent et qui continuent de rendre l'accès aux services difficile. Donc, de mieux comprendre ces obstacles-là permet d'ajuster notre offre de services. On a identifié 3 grandes catégories, les obstacles financiers, les obstacles sociaux, puis les autres obstacles qui sont en lien avec les craintes, je pourrais même dire la peur d'utiliser les services du milieu de la santé. Donc, le premier obstacle que je vous présente a été identifié dans le rapport sur l'impact du racisme systémique dans la profession d'orthophonie et d'audiologie au Québec, qui a été rédigé en 2020 par le groupe d'action antiraciste en orthophonie et en audiologie.
Ce rapport-là concerne les personnes des communautés noires, autochtones et racisées du Québec. Dans le cadre de notre projet, on se concentre sur les populations autochtones, mais je vous invite à garder en tête là, que le sujet ne se restreint pas seulement à ces populations-là. Donc, le premier obstacle, c'est le facteur financier. Les familles autochtones auraient de plus faibles revenus que la moyenne québécoise et une stabilité d'emploi plus précaire. Concrètement, un plus faible revenu peut avoir des répercussions sur l'accessibilité aux services en raison d'une capacité réduite à prendre congé du travail pour venir au rendez-vous, des difficultés reliées au déplacement, un manque de temps consacré à la mise en place de nos recommandations, ainsi de suite. Pour vous donner un exemple concret, je suis en stage présentement à Bécomo. On est à proximité de la communauté Innu de Pessamit. Ça fait partie de la réalité des professionnels ici de faire preuve de flexibilité. Donc, quand ils fixent des rendez-vous avec les gens de la communauté de Pessamit, étant donné qu'il y a plusieurs d'entre eux n'ont pas de voiture, bien, les professionnels adaptent leurs heures des rencontres en fonction de l'horaire des transports qui passent de la communauté pour les amener au CLSC, par exemple. Toujours dans le rapport du groupe d'action antiraciste, le deuxième obstacle identifié est les facteurs sociaux. Donc, les familles nombreuses ou les logements surpeuplés seraient plus fréquents chez les communautés autochtones. Donc, la composition familiale peut affecter l'accessibilité aux services en raison de difficultés à gérer une grande quantité de rendez-vous, un haut risque d'avoir plus d'un enfant ayant besoin de services de différents professionnels, etc. Le troisième facteur a été identifié dans un mémoire rédigé par le regroupement des centres d'amitié autochtones qui porte sur l'accès aux services publics pour les Autochtones en milieu urbain. Plus de la moitié des répondants a affirmé qu'ils n'ont pas pu obtenir l'aide souhaitée en raison de la crainte du racisme, des barrières de la langue ou du manque de reconnaissance de leurs valeurs. Donc, vous voyez une citation rapportée dans le mémoire, « On a besoin de services, mais on a peur de les utiliser ». Je pense que ça résume bien le troisième facteur, puis ça rejoint beaucoup les témoignages qu'on a recueillis pendant nos échanges avec les parents fréquentant le centre Mamuk. D'ailleurs, cette méfiance-là envers les services provinciaux fait en sorte que les Autochtones vont se sentir plus à l'aise et en confiance d'aller chercher des services dans les centres d'amitié autochtones du Québec, justement. Les obstacles que je vous ai présentés peuvent expliquer, du moins en partie, pourquoi certains enfants n'ont pas accès à des services dans le milieu de la santé. C'est important d'avoir en tête ces éléments-là pour mieux comprendre leur réalité. C'est important aussi de ne pas oublier qu'il existe des différences importantes au niveau de la culture, de la langue, des habitudes de vie d'une communauté autochtone à l'autre. C'est loin d'être une population homogène. Donc, au risque de me répéter, c'est seulement quelques exemples d'obstacles que je vous ai présentés. Ici, on va vous partager quelques idées de moyens à mettre en place là, dans notre pratique pour tendre vers une pratique culturellement plus sécuritaire et pertinente. Ici, on va aborder 4 aspects en lien avec les implications cliniques, soit la prise de conscience, l'approche collaborative, l'adaptation du processus d'évaluation, puis les activités d'intervention. Ici, là, on aborde les pistes d'adaptation qui peuvent être mises en place de manière plus générale dans notre pratique. Un des éléments qui revenait souvent dans nos discussions avec les membres de la communauté autochtone de Québec, c'est l'importance de l'alliance thérapeutique avec le professionnel. Donc, voici une brève petite liste d'idées qu'on peut garder en tête quand on aura à travailler avec cette population. Donc, tout d'abord, une prise de conscience individuelle peut être nécessaire afin de cerner la présence potentielle de biens inconscients qu'on pourrait avoir. C'est un premier pas à faire vers une approche plus sécuritaire culturellement. Il faut se questionner comme individu, comme professionnel, pour identifier quels sont les éléments de notre culture qui pourraient être différents de la leur puis de la personne qu'on a devant nous. Donc, juste le fait de reconnaître ces biais-là, puis de les déconstruire pour s'assurer d'offrir un service qui est dépourvu de biais. Une autre piste qui est intéressante, c'est d'utiliser une approche de collaboration dans laquelle on considère le parent comme étant l'expert de son enfant. Donc, en effet, on peut favoriser une position d'allié plutôt qu'une position d'expert, ce qui peut aider au lien thérapeutique qu'on aura avec le parent. Relation qui peut mettre du temps à être créée, donc on se doit d'être patient. Parce que la relation de confiance, là, ça peut avoir un réel impact sur le succès de la thérapie à long terme. Donc, ça devient pertinent de poser des questions puis de prendre le temps là, vraiment de se poser puis de mettre une importance là, sur cette relation-là. Aussi, être en mesure de savoir les besoins puis les difficultés puis les attentes du parent par rapport au suivi qu'on va faire avec l'enfant. Puis, en travaillant ici, en donnant ce rôle-là d'expert aux parents, on l'aide là, dans le sentiment d'autonomisation de ses compétences parentales. Le parent sent qu'il fait partie intégrante de la solution, puis qu'il peut jouer un rôle avec nous.
Donc, finalement, ça peut être bénéfique de prendre le temps de déconstruire certaines fausses croyances. Euh, Par exemple, je me permets une petite parenthèse en vous partageant une mère qui était au centre qui m'avait dit que elle, son enfant avait été élevé avec la langue atikamekw. Puis quand l'enfant est arrivé à l'école, il ne parlait pas beaucoup le français, puis il s'était fait recommander de ne plus parler atikamekw à la maison. Donc, la langue étant très, très attachée à notre culture, on peut seulement s'imaginer ce que cette mère-là a pu ressentir en se faisant recommander ça. Donc, en tant qu'orthophoniste, ou peu importe le domaine dans lequel on est, c'est important de prendre les fausses croyances puis de les reconstruire avec le parent, une étape à la fois avec lui. Donc, finalement, d'autres mythes ont eu à être déconstruits là, au cours de notre projet. C'est important de donner une importance à ce que la personne croit. Par exemple, certaines croyances, notamment au niveau des otites, si ma mémoire est bonne, certaines personnes de certaines cultures pourraient avoir une explication pour les otites. Puis nous, en tant que professionnels, on pourrait avoir une opinion qui est plutôt basée sur les faits scientifiques. Donc, l'important, c'est de trouver un juste milieu, puis surtout, trouver un juste milieu où on ne nuit pas en termes de développement là, de l'enfant. Donc, si on pense plus spécifiquement au processus d'évaluation puis d'intervention, il y a plusieurs éléments qu'on peut prendre en considération pour s'assurer d'avoir une approche culturellement sécuritaire. Donc, au niveau de l'évaluation, on peut se rappeler que les normes de test représentent une population qui n'est généralement pas celle de la communauté autochtone. Donc, se rappeler que dans nos normes, ça se peut qu'on ne rejoigne pas la population qu'on veut. On va devoir prendre ça en considération quand on va finir à nos conclusions. On peut aussi prendre le temps vraiment d'interpeller un interprète aux besoins avec le parent. Donc, c'est pas parce qu'un parent est en mesure de faire la conversation avec nous, ça veut dire qu'il est 100% à l'aise avec la langue française. Puis, dans des rendez-vous, dans des plans d'intervention, on donne beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, la présence d'un interprète pourrait être un élément facilitant la compréhension pour les deux parties, en fait. Puis, au niveau des interventions, dans nos objectifs, on doit prendre en considération les enjeux, comment intégrer tel objectif dans le quotidien, qu'est-ce qui est important pour la famille, ouvrir la discussion sur est-ce que le plan vous convient, est-ce que les objectifs vous semblent pertinents, est-ce que vous pensez que c'est réaliste d'intégrer ces éléments-là dans votre routine. Au niveau du matériel, on peut penser à du matériel qui serait un peu plus adapté pour les enfants. Je pense des fois du matériel de Noël. On pourrait demander aux enfants comment vous le célébrez, est-ce que c'est différent à la maison? Donc, sans dire qu'on n'utilise pas le matériel de Noël, je veux dire que ça peut ouvrir une discussion pour que ce soit un peu plus parlant pour l'enfant. Au niveau des modalités d'intervention, un aspect qui ressort beaucoup dans la littérature concernant le type d'intervention qui est à favoriser, c'est une approche qui est centrée sur la communauté. Donc, les échanges, le partage d'expériences. Donc, c'est ce qu'on a voulu mettre de l'avant justement avec notre projet. Puis, on tenait à dire un mot sur quand l'offre de service n'est pas sécuritaire ou culturellement appropriée, bien, ça peut mener à des usagers qui n'adhèrent pas à nos interventions ou des fermetures de dossiers qui sont précoces, un taux d'absentéisme qui est élevé ou un manque de confiance du parent envers nous. Ici, on a peut-être un peu de temps, peut-être que Mme Sylvestre va pouvoir nous aider là-dedans, mais avant de faire les retombées, on voulait vous céder la parole si certaines personnes faisaient des liens entre les familles en situation de négligence et les implications cliniques qui venaient d'être présentées. En effet, est-ce que vous avez, est-ce que ça vous interpelle? Est-ce que vous faites des liens comme ça avec comment ce domaine-là peut, ou ces informations-là peut nous inspirer ou nous alimenter quand on travaille avec des familles négligentes? Oui, Catherine? Oui, ben moi, j'ai lu beaucoup récemment sur l'alliance thérapeutique en contexte de maltraitance, de non-volontariat, parce que c'est souvent ça qui est garant d'un succès, d'un changement chez les parents, chez les enfants là, pour le bien de leur développement. Il y a toutes sortes de programmes qui existent, mais si l'alliance thérapeutique n'est pas assez centrale dans notre intervention, si on ne lui accorde pas assez d'importance, ben c'est un peu illusoire de s'attendre à des changements. Puis tous les éléments que Caroline et Catherine, je dirais ont nommé,
c'était des ingrédients nommés aussi pour la clientèle non volontaire là, en situation de maltraitance par rapport à, par exemple, se donner du temps, de ne pas s'attendre à ce que les familles nous fassent confiance comme ça, qu'une relation, ça se bâtit au fil du temps. La considération de ce qui est important pour la famille, de vraiment avoir une prise de décision. Puis là, Odette est l'experte du counseling, là, mais tu sais, de la décision partagée, d'accorder de l'importance aux objectifs de la famille, qu'est-ce qui est important pour eux, quelle vision ils ont de leur enfant, c'est quoi leurs attentes par rapport à notre présence auprès d'eux. Donc, moi, je vois que c'est tout à fait relié, là. Donc, merci les filles pour votre projet. Merci Catherine. Mélissa? Oui, ben moi, pour ajouter à ça, je voyais des liens avec la méfiance, hein, la peur de consulter les services, les perceptions, les croyances. Pour les familles qui sont en situation de négligence, c'est quoi les services sociaux, c'est quoi les services de santé? Pour eux, c'est une expérience qui peut être très négative, très traumatisante aussi. Ils peuvent vivre différentes choses en lien avec la trajectoire de placement de leur enfant. Donc, moi, j'ai beaucoup fait de liens à ce niveau-là, de distinguer entre, et ça revient un peu à ce dont je parlais ce matin, les ressources pour la santé puis les services sociaux peuvent être disponibles pour les parents, mais d'y accéder, c'est autre chose. Il y a une distinction entre disponibilité et se prévaloir de ces ressources-là, surtout pour les familles en contexte de défavorisation et aussi dans votre contexte. Donc, merci. Moi, je vois tout plein de liens. Je vais m'arrêter là. Alors, on vous redonne la parole, Caroline et Catherine, pour conclure. Oui, merci pour les liens que vous avez établis. C'est vraiment intéressant. Je vais vous présenter un petit peu les liens que Caroline et moi, on avait identifiés. Vous allez voir, il y a des choses qui reviennent avec ce que vous avez mentionné. Brièvement, dans un article de la Fantaisie, les collaborateurs ils identifiaient l'isolement social comme étant un facteur de risque important de la négligence. Puis les mères participantes à cette étude-là nommaient la peur du jugement de la part des intervenants puis du reste de la société comme un des éléments principaux à la base de cet isolement social-là. Donc, c'est directement en lien avec ce qui est rapporté par les membres des communautés autochtones. Il y a d'autres facteurs de risque aussi en lien avec ce qu'on vous a présenté, la situation socio-économique, le besoin criant de services en prévention, les effets psychiques d'un traumatisme également. Donc, on peut penser au trauma que plusieurs personnes autochtones rapportent avoir vécu durant leur enfance. D'ailleurs, on a beaucoup entendu parler dernièrement de la reconnaissance du traumatisme intergénérationnel des peuples autochtones. Puis je termine en vous mentionnant que les façons d'adapter notre pratique avec les familles en situation de négligence ressemblent mais beaucoup aux moyens qu'on a abordés ensemble. Donc, entre autres, l'importance de créer un lien de confiance, de favoriser une approche axée sur la communauté, puis l'importance de travailler en prévention.